Chers téléspectateurs, bienvenue dans Les Belles Lettres, votre émission qui vous amène chaque semaine en randonnée dans le monde de la littérature tchadienne, à la découverte des genres, à la découverte des auteurs et à la découverte, bien entendu, de leurs œuvres. Aujourd'hui, nous avons une fois de plus le plaisir de recevoir comme invité M. Laringbao. Avec lui, nous parlerons de son roman intitulé « Discours du président » paru aux éditions Sao en 2008. « Discours du président » donc est un roman de 192 pages qui aborde principalement la thématique de la politique avec ses sous-thèmes, les sous-thèmes donc y afférents tels que le programme politique d'un parti, la rébellion, le rôle de la presse dans la bonne gouvernance, la prison, la démocratie, etc. Mais avant de parler plus amplement du roman « Discours du président », tout de suite, je vous présente l'auteur. Monsieur Laringbao est l'une des grandes figures de la littérature tchadienne. Cela n'empêche pas que je le représente encore plus sommairement. Il est actuellement le directeur de l'une des toutes premières maisons d'édition qui ont vu le jour ici à N'Djamena, les éditions Sao. Il est né le 1er décembre 1967 à Laye dans la Tandjilé. Il a étudié au collège Joseph Moukassa de Donia et au collège Charles Luanga de Sar. Il est auteur de 10 ouvrages, dont 3 romans, qui sont La fille naturelle, paru en 2000, Discours du président, paru en 2008, Le chef de terre, paru en 2014, 2 nouvelles, Les anciens et nouveaux sorciers, paru au CCF N'Djamena en 1999, Les racines du jasmin, paru à Naples en Italie en 2013, une pièce de théâtre, Madame le maire, paru en 2000, 3 essais, Quel changement pour le Tchad, paru en 2010, Les 10 attitudes de réussite dans la vie, paru en 2014, Le salaire ne rend pas riche, paru en 2019, et enfin, un abécédaire poétique pour enfants, Maman mange ma mangue, paru en 2014. Nous passons donc à l'ouvrage lui-même. Alors, Monsieur Laringbao, la caricature de la première de couverture présente une scène très allégorique qui mérite d'être élucidée. Nous voyons là un chef qui est en train de marcher sur des personnes accroupies. Et l'image est accompagnée par un petit texte qui dit « Dirigeants du monde entier, ne soyez pas sur nous, mais devant nous, plus jamais ça ». Alors, quelle est donc la signification de cette image allégorique? Je vais commencer par une petite phrase de l'ancien président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, lorsqu'il est destitué. Il dit « On n'est jamais un bon président, on est président tout court, parce que les aspirations du peuple vont au-delà des capacités d'agir des acteurs politiques. » Donc la perception qu'on a des chefs, de n'importe quel chef et des présidents, c'est qu'ils marchent sur nous. C'est-à-dire qu'ils nous imposent des lois, même si c'est légitime, on le sent comme des choses imposées. Et donc c'est cette caricature-là qu'on est en train, qui est mise derrière la couverture pour dire, parce que nous on exprime ce que les gens disent, la perception que les gens ont. Donc c'est pour ça que la caricature a été faite. Ok. À la page 7 par exemple, vous avez placé un texte intitulé « Excuses ». Où vous faites une sorte de mise au point au sujet de la thématique du roman. Vous dites, je vous cite, « Ce livre est un roman qui raconte en principe une histoire fictive, donc irréelle. Tout rapprochement avec une certaine situation politique d'un quelconque pays ne serait pas totalement vraisemblable, même si l'histoire concerne les luttes politiques ayant cours en ce moment en Afrique. » Pourquoi cette mise au point? Est-ce que vous avez peur Non, je n'ai pas peur parce que les gens me posent la question. Quand on voit le discours du président, on dit que c'est quel président? C'est notre président. Donc c'est pour ça que je précise que c'est le discours d'un président fictif. Ça peut s'adapter à n'importe quel président. Ce n'est pas le discours d'un seul président d'un pays.
Donc c'est pour lever, beaucoup de gens comprennent, les gens qui sont dans la littérature comprennent, mais celui qui n'est pas dans la littérature, il va croire qu'on a répertorié les différents discours de notre président du Tchad et qu'on en a fait un livre. Ensuite, le récit se déroule dans un pays totalement imaginaire qui s'appelle le Dacha. La population du dit pays parle une langue dénommée Baïgam. Un tel procédé stylistique, est-ce que c'est pas un encodage qui mérite d'être décodé? Il n'y a pas de mystère. Dacha, c'est le Tchad, et puis Baïgam, c'est le Ngambay, par exemple. Voilà, donc j'ai fait un jeu de mots pour rendre fictif la situation. Mais ce n'est pas complètement la situation du Tchad. Parce qu'un roman, c'est quoi? C'est vrai que ça concerne notre vie, ça concerne la vie de l'auteur, ça ne sort pas de nulle part, c'est que l'auteur voit et puis écoute. Mais on essaie de romancer ça en exagérant un peu pour interpeller les uns et les autres. Okay. Une autre situation qui attire l'attention du lecteur, c'est les noms des personnages. Alifa Koura, Dadi, Madi, Jasrave, Moussa, Mana, Koutou, Keikei Dalo, etc. Est-ce que dialectalement parlant, ces noms n'ont-ils pas une valeur sémantique qui contribue peut-être à la portée du roman? Mais Dadi, Madi, Jasrabe, Dadi qui est Gouran, Madi qui est Massa, Jasrabe qui est Sarah. C'est pour dire que c'est un mélange. On prend un prototype unique d'un Tchadien complet, qu'on le met devant ces trucs-là. Donc il y a des noms qui viennent comme ça. Quand on écrit, il y a des noms qui viennent comme ça, mais il y a des noms composés pour dire qu'il y a des Tchadiens multilinguistes, multiculturels. Ok. Alors après 5 ans au pouvoir, le président Alifa Koura, donc, qui est d'ailleurs le personnage central de l'œuvre, il fait un discours d'adieu à son peuple. Maintenant, moi en tant que lecteur, je me demande pourquoi est-ce que l'auteur a préféré plutôt un discours d'adieu plutôt au lieu peut-être d'un discours de campagne électorale. Non, moi je me suis Nelson Mandela, qui a mis 27 ans en prison, qui a lutté pour son peuple, qui est arrivé au pouvoir et qui s'est dit que moi, 5 ans, ça me suffit. J'ai fait une prison, je ne vais pas quitter une prison pour faire une autre prison dorée. Donc, je me retire du pouvoir. Donc, je me suis inspiré un peu de lui pour dire ça, parce que lui, il s'en va, il ne va pas se présenter et il ne va pas revenir. Bon, il faut voir aussi son âge, tout ça, c'est un cas particulier. Ok. À partir de la page 34, à partir de la 34e page, donc, le narrateur nous plonge dans un monde aquatique à travers des images métaphoriques, la domination des poissons capitaines sur les êtres aquatiques. On y lit une espèce d'épopée généalogique du peuple datché. Une fois de plus, cette épopée ressemble plus ou moins à la légende des Sao du Tchad. Et le récit se termine par une mise en garde aussi que je voudrais bien lire à nos téléspectateurs. Vous dites, je cite, « Les capitaines de l'eau sont devenus les capitaines de la terre et de l'air. Il ne faut pas que le dieu de la nature s'énerve encore. S'il donne l'ordre à la terre et à l'air de se retirer, dans quel espace nous trouverons-nous » Fin de citation. Pouvez-vous nous donner le sens de cette épopée? Je parle un peu de l'environnement, parce que nous, notre vie en tant qu'être humain, parce que nous sommes des êtres aussi comme les autres, dépend de 2 choses. L'air, parce que si il n'y a pas d'air, on va mourir instantanément. Et aussi l'eau. Ces 2 choses-là sont essentielles. Or, notre façon de vivre fait que l'air est pollué. Et ça, c'est un danger. Et l'eau aussi est polluée. Et s'il n'y a pas d'arbres pour faire venir suffisamment de pluie, nos fleuves sont en train d'être asséchés. Et si les fleuves s'assèchent, on aura très peu de poissons, on n'aura pas assez d'eau pour irriguer, il y aura des problèmes de maîtrise d'eau. Et ça va créer un problème d'environnement. Donc, c'est pour expliquer qu'il faut faire attention dans la vie de tous les jours, qu'on soit gouvernant ou pas, il faut faire attention à notre environnement parce que notre survie en dépend. Ok. Le président, donc le personnage principal, Alifa Koura, il dit que pendant son mandat, il s'inspirait des articles des journaux pour ajuster ses projets de société. Aussi, dans le roman, il est interrogé par les journalistes par rapport aux 5 ans de son règne. Est-ce que c'est un petit peu un message à reconsidérer le rôle de la presse dans le développement des pays africains en général? Parce que la vie a changé, le contexte a changé, il faut s'adapter. On est passé d'une
autre façon de gouverner les gens où le roi, c'était avant le roi, l'empereur, etc., qui était tout puissant, qui donnait des instructions. Or maintenant, ce rôle a changé, c'est que les gens demandent la participation de tous, que ce soit dans les entreprises ou dans la société, on demande la participation de tous, parce qu'il y a des gens qui se sont formés, qui sont plus intelligents, etc., qui donnent leur contribution. C'est pour ça que s'il y a un dialogue permanent et que la presse, par exemple, fait un travail d'investigation sur le terrain, elle peut impulser le développement. Parce qu'il ne suffit pas seulement de donner des informations, il suffit aussi de faire des recherches de terrain pour montrer ce que les gens font et de poser des questions aux gens, et ça inspire l'ensemble et ça permet le développement. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple de ce héros-là qui dialogue souvent avec les journalistes, et il y a des gens simples mais qui ont de meilleures idées et ça lui permet de prendre des réformes. Ok. Alors un des personnages aussi révèle la stratégie que on les appelle les pickpockets en anglais, utilisent pour voler les jetons des vendeuses au marché. Ce personnage dit que c'est la même stratégie qu'utilisent les Occidentaux donc pour profiter des richesses des Africains. C'est-à-dire qu'ils tirent les ficelles et nous mettent en conflit. Est-ce que vous partagez l'opinion de votre personnage? Un auteur, parfois c'est ce que les gens disent, mais ce qu'on écrit dans les livres, ce n'est pas nécessairement nos idées, mais c'est l'idée, c'est le miroir du peuple. C'est ce que les gens pensent. Nous, on n'a pas les preuves, mais ce qu'on écoute, on retransmet. Ce que les gens disent, c'est quoi? Les Occidentaux, ils viennent, ils créent des guerres. Parce que les rébellions, n'importe qui ne va pas rassembler comme ça des milliards pour aller acheter des armes et nourrir les gens en brousse. C'est des gens qui financent ça. Donc quand ils financent, ils créent des conflits et en même temps, ils reviennent dire au gouvernement que tu dis, tu sais, il y a une rébellion, moi je te vends les armes pour combattre ces rébellions. Donc pendant que les gens se battent, eux, ils pillent des richesses. Et ça, c'est connu de tous, tout le monde en parle. Donc moi, j'ai rendu ça simple avec les gens qui volent au marché là. Eux aussi, ils créent des problèmes entre les femmes. Pendant que les femmes se chamaillent, ils se tirent un peu d'argent. Voilà. Ok. À travers le parcours de M. Dourbé, vous l'appelez ainsi, et son fils unique, M. Debout, qui a gravi les échelons de la société jusqu'à devenir président de la République sans aucune qualification. Il doit son ascension, c'est ce qu'on lit dans l'œuvre, à la corruption, à la malhonnêteté, à la magouille, à la gabegie. Est-ce que ce n'est pas une condamnation de ces travers dans votre roman? Mais bien sûr, parce que la démocratie, c'est bien. Mais dans la démocratie, un malhonnête peut parvenir aussi au pouvoir. Parce qu'il peut signer des accords avec des gens et puis prendre de l'argent. Et s'il y a un lobby derrière, on peut le pousser. Donc, le système ancien, c'est qu'on sélectionne les meilleurs, on les copie pour le nommer à des postes de responsabilité. Mais dans certains systèmes pervers, c'est que c'est des gens qui ont la capacité de dribbler les gens, de mélanger même les gens malhonnêtes qui arrivent au pouvoir. Et quand ils arrivent, ça se révèle. Il y a le pouvoir, il y a l'argent, vous donnez aux gens, vous révélez leur nature. Et c'est quand ils sont au pouvoir qu'on connaît vraiment leur nature. Le problème qui se passe aux États-Unis avec Trump, actuellement, est-ce que ça vous inspire? Oui, beaucoup. Ce n'est pas seulement aux États-Unis, c'est beaucoup de pays. Beaucoup de pays, les gens, ils ont montré leur aptitude à bien parler. Ces gens-là, c'est des gens qui savent bien parler. D'ailleurs, il y a un sage malien qui dit, méfiez-vous des personnes qui parlent trop et qui bougent trop. Parfois, ils sont très dangereux. Donc, ces gens-là, ils arrivent à convaincre les gens. Et maintenant, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont des qualités qui sont un peu douteuses. Et ça, il y en a dans la plupart des pays, dans nos sociétés, il y en a aussi. Heureusement qu'il y a certains qui sont bien et qui y arrivent. Ok. À la page 150 de votre livre se trouve un texte qui commence par une gradation ascendante que voici, je cite, « Peuple d'Atché, tu n'es pas debout, tu es assis, tu es même couché, etc. » Vraisemblablement, on y lit là une sorte de négation du refrain du premier couplet de l'hymne national tchadienne. Quel est le message qui se cache derrière cette sorte d'ironie? Bon, le message, c'est que l'hymne national, là, nous n'en faisons pas notre credo, simplement. Parce que si l'hymne national, on suit bien, parce que ce que vous pensez tous les jours, c'est ça qui arrive dans votre vie. Si nous pensons tous les jours l'hymne national, le progrès, etc., qu'on chante là, ça pourrait arriver dans notre vie, mais on le chante comme
comme un chant comme ça, simple, sans voir la profondeur. C'est pour ça que parfois c'est le contraire de notre hymne qui arrive dans notre vie. Parce que, par exemple, les gens qui sortent le matin, qui prient tous les jours et qui y croient, ça se réalise. Mais pourquoi notre hymne là, ça ne se réalise pas? Ça veut dire que nous n'y croyons pas. Peut-être nous croyons même au contraire des phrases qui se trouvent dans cet hymne. Ok. Alors, dans une lettre anonyme envoyée au baron du régime, on lit un avertissement à l'endroit des dirigeants. La lettre parle d'un déclic qui se produira où les actes des dirigeants les rattraperont. En tant que lecteur, je me demande, est-ce que c'était pas une sorte de prophétie? Parce que, je vais citer 2 ou 3 exemples, Hissène Habré, Laurent Gbagbo, Omar Al-Béchir, ils sont là quelques exemples que, leurs procès sont venus après la publication de votre ouvrage. Non, la prophétie là, c'est pas de la magie. La plupart des prophètes, c'est pas des magiciens. Ils sont seulement observer la nature, observer les événements, observer les faits. Moi, j'ai fait un peu de mathématiques, non? Les gens savent, les suites numériques, là, les gens savent. Si un événement arrive 2 ou 3 fois de la même manière, la suite, on le connaît déjà. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, c'est pour ça que j'ai observé qu'il n'y a aucun acte dans une vie qui n'a pas de conséquences. Tous les actes ont des conséquences. Seulement, nous, on agit, mais on n'accepte pas les conséquences. Alors que c'est une question logique. Donc, si vous vous comportez d'une certaine manière, vous dirigez les gens d'une certaine manière, à la longue, ça va aboutir à ça. Le pays imaginaire d'Acha, qui sert donc de cadre spatial à votre roman, est un pays particulier, parce que la population composée des gens du nord, de l'est, de l'ouest, du sud, etc., s'accorde sur une présidente tournante. N'est-ce pas génial comme mode de gouvernance? Pensez-vous que ça... Oui, mais ça se fait au Nigeria. Bon, ça se fait au sein d'un parti, mais ça se fait au Nigeria jusqu'à maintenant. Si un président du nord fait 10 mandats, l'autre mandat, il laisse au président du sud. Les Olusegun Obasanjo, tout ça, là, ils se sont arrangés comme ça. Et ça essaie d'équilibrer un peu parce qu'il faut reconnaître que le problème nord-sud, par exemple, il est réel, c'est pas une fiction. C'est pas une fiction, et pour arriver à se comprendre, les gens ailleurs ont fait ça, ça a permis de se comprendre et de développer le pays. De toutes les façons, ou bien on réussit ensemble, ou bien on perd ensemble et on souffre ensemble. Si le pays va mal, aucune partie de la population ne va être meilleure que l'autre. Tout à fait. Alors maintenant, le sens de quelques expressions que j'ai pu piger dans le livre, vous parlez de la prison enferme l'homme, mais pas ses idées. Vous parlez de prison de corps, mais liberté d'esprit. Liberté de corps, mais prison d'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Liberté de corps et prison d'esprit. C'est-à-dire que vous êtes libre. Vous pouvez vous promener comme vous voulez, mais vous avez peur d'exprimer vos idées. Parce que vous avez peur de perdre votre emploi, parce que vous avez peur qu'on ne vous donne pas une promotion, parce que vous avez peur qu'on vous tue, qu'on vous emprisonne. En ce moment, vous êtes un homme libre de corps, mais vous êtes prisonnier d'esprit. Par contre, on peut vous emprisonner, mais vos idées circulent. C'est le cas par exemple de Mandela. Il a lutté en prison. Comme il a déjà diffusé ses idées, le fait de s'emprisonner, ça ne change rien. Au contraire, ça fait même sa publicité et ses idées ont circulé. Donc il était prisonnier de corps, mais libre d'esprit. Autre pensée, la censure est l'ennemi principal de la créativité. Oui, puisque quand les gens parlent, ça n'a aucun danger. Les gens peuvent raconter leur vie, ça les libère. Mais en racontant ça, les idées s'entrechoquent et ça donne quelque chose de génial. C'est pour ça qu'on dit que quand les idées se rencontrent, ça crée un éclair. Un éclair, c'est pour éclairer. Donc, il ne faut pas censurer les gens. Quand on parle d'un problème, on dit pourquoi? Ça va creuser la plaie, et ainsi de suite. Non! Il faut en parler pour arriver à trouver un compromis. Mais quand on ne parle pas de ça, on le nourrit quand même à l'intérieur. Et à la longue, ça devient une pourriture difficile à supporter. Mais il ne faut pas censurer, il faut laisser les gens parler. Dans notre pays, il y a beaucoup de diplômés, mais peu d'intellectuels. Quelle différence vous faites entre diplômé et intellectuel? Quelqu'un a son diplôme, il a doctorat en tel, c'est un diplômé.
Mais un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui donne des résultats, etc. On a des problèmes de santé. Est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites pour aider à améliorer? On a des problèmes de mentalité même des Tchadiens. Est-ce que les psychologues font des recherches sur pourquoi les fous s'habillent en militaire? Je veux comprendre, mais c'est les psychologues qui doivent faire des recherches pour nous dire ça. Mais s'ils ne le font pas, ça, c'est des diplômés. Moi, je n'appelle pas des intellectuels, puisqu'ils réclament, ils font les grèves pour réclamer les primes de recherche. Mais depuis là, ils cherchent là, ils ne trouvent pas. Mais c'est quand même, on doit se poser des questions. Donc, même quelqu'un qui n'a pas eu de diplôme, qui n'est allé nulle part et qui fait des travaux pratiques, des recherches pratiques pour nous sortir quelque chose de concret, ça, c'est un intellectuel respectable. Parce qu'aller à l'école, accumuler des cours pour aller réciter aux étudiants, ça, c'est pas de l'intellectuel. Il suffit d'avoir la mémoire pour faire. Je pense que les études sont trop longues pour nos jeunes qui ont besoin d'être actifs. Il faudra envisager les études supérieures autrement. Pour ceux qui le désirent, créer un cadre pour que les travailleurs étudient en cycle long tout en demeurant à leur poste. Par exemple, des cours du soir supérieurs le week-end en 2 ans pour chaque parcours. Ou alors, certains pourront travailler 3 ans et étudier 3 autres années, etc. C'est ce que nous avons fait. Des espaces de sport ont été aménagés, des bibliothèques ont été construites et équipées en plus de nombreuses institutions de formation. J'exhorte les jeunes à plus de travail et de témérité. J'estime qu'ils pourraient être de bons dirigeants de demain parce que les difficultés qu'a connues le pays leur ont appris de tout voir, leur ont permis de tout voir et tout apprendre en très peu de temps. Ceux qui dirigent aujourd'hui l'Europe et qui le gouvernent bien d'ailleurs sont nés ou ont grandi pendant les 2 guerres mondiales. À leur exemple, ils peuvent faire le bonheur de la nation, mais à condition qu'ils s'exercent dans le travail et l'autodiscipline et non dans la rue. Monsieur Laringbao, merci beaucoup une fois de plus. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Chers téléspectateurs, les belles lettres d'aujourd'hui, c'est fini. Je rappelle simplement que nous avions reçu comme invité Monsieur Laringbao, promoteur des éditions SAO, ici à N'Djamena. Avec lui, nous avons donc parlé de son roman intitulé Discours du président, où nous avons abordé donc la thématique de la politique et de tout ce qui va avec. Le roman est paru aux éditions SAO, donc à N'Djamena en 2008. L'ouvrage, je l'espère bien, sera disponible à SAO, aux éditions, et puis à la librairie La Source au prix de 8 000 francs. Merci à vous, chers téléspectateurs, donc, de nous avoir suivis. En attendant donc de vous retrouver très bientôt pour un nouveau numéro, restez en compagnie des programmes de Télé Tchad. Au revoir.